Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial. Il ne s'agit pas de chroniquer un livre, il ne s'agit pas de rapporter une information littéraire ou culturelle comme je l'ai fait précédemment, mais de parler de culture littéraire et quels sont les livres que vous devriez lire pour justement avoir cette culture littéraire. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 livres qui, je pense, ils vont nettement nourrir votre soif de lecture et surtout votre soif d'apprentissage. Ces livres, il faut savoir, ils ne sont pas objectifs, c'est un choix subjectif. C'est par rapport à mes lectures, par rapport à mes connaissances et par rapport à mon parcours littéraire. J'estime que lire ces 10 livres vont vous permettre d'avoir des clés de lecture et des clés d'interprétation, notamment lorsque vous voulez avoir un visuel sur le développement littéraire, sur les mouvements littéraires, les genres littéraires, etc. Les livres que je vais annoncer, les livres que je vais vous proposer vont justement vous accorder ça, c'est-à-dire un regard critique sur les lectures. Par exemple, si vous voulez lire de la littérature fantastique, grâce à mon choix, vous allez pouvoir décortiquer n'importe quel texte fantastique, comprendre son schéma, comprendre son fonctionnement et surtout le rôle qu'a joué le livre que je vous propose dans la littérature, dans le développement littéraire. Voilà en quelque sorte l'objectif que je me suis donné pour réaliser cette vidéo et surtout pour réaliser ou pour concocter cette liste qui est à la fois intéressante, bien sûr. C'est des lectures intéressantes qui vont vous amuser, j'espère, vous faire connaître de nouveaux horizons. Et surtout, c'est des textes très techniques, notamment au niveau de la littérature et des idées. Parce qu'ils vont aussi propager ou partager des idées aux lecteurs. Voici, en quelque sorte, les 2 objectifs ou les 3 objectifs auxquels je me suis cantonné pour justement vous accorder cette vidéo, vous préparer cette vidéo. Donc, préparez-vous pour ces 10 livres, c'est vraiment des livres exceptionnels, c'est lourd, c'est très lourd, c'est de la qualité, ce n'est pas des prix Goncourt, ce n'est pas des prix Nobel. Bien que je pense que parmi cette liste, il y ait quelques textes qui ont eu certainement des titres ou des prix durant leur parution. Il faut aussi savoir quelque chose, les glandeurs, cette liste n'est pas un classement, donc je ne suis pas en train de classer les titres que je vais annoncer. Voilà, c'est pêle-mêle. Tous les textes qui figurent dans cette liste sont des classiques, sont des chefs-d'œuvre à mon sens. Et voilà. Même si j'ai mes préférences et j'ai ma préférence pour un de ces livres-là. C'est parti, sans plus tarder, on va parler de ces livres-là. Le premier livre, Les Glandeurs, il s'agit de Voyage au bout de la nuit. Ceux qui me suivent depuis quelque temps sur mes réseaux sociaux savent très bien que pour moi, Louis-Ferdinand Céline est le plus grand écrivain de tous les temps, le plus grand écrivain français de tous les temps, ça je le dis, je le redis, et je prends la responsabilité de mes dires et de mes propos. Donc, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, c'est un classique de la littérature française du XXe siècle, à lire, à découvrir. C'est une claque littéraire, non seulement au niveau des idées, c'est extraordinaire, c'est très humain, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est aussi très intéressant si vous prêtez l'œil à l'écriture et au style de Louis-Ferdinand Céline, puisqu'il s'agit du premier écrivain à avoir introduit le langage parlé dans la littérature, dans le langage écrit. Et ça, c'est une première dans la littérature française et même peut-être dans la littérature mondiale. Et vous allez trouver ça dans Voyage au bout de la nuit et dans tous les autres textes de Louis-Ferdinand Céline. Mais s'il fallait choisir un seul texte de Céline, il s'agit bien, évidemment, de Voyage au bout de la nuit. Un classique, un chef-d'œuvre. Deuxième livre, Les Glandeurs, c'est un livre intemporel, c'est un livre qui a transformé d'une certaine mesure le roman, puisque grâce à lui nous sommes passés au roman moderne. Il s'agit de Don Quichotte de la Mancha, Don Quichotte de la Manche, par Miguel Cervantes. Un texte extraordinaire, un texte clé pour comprendre l'évolution
du roman. Il y a un avant et un après Don Quichotte. Les romans qui ont été édités avant Don Quichotte avaient certaines caractéristiques propres au roman, mais ce n'était pas vraiment des romans au sens moderne. C'est grâce à Don Quichotte que tout a été modifié, que le roman moderne s'est consolidé ou s'est structuré, si je puis dire. Et c'est Miguel Cervantes qui a vraiment apporté ce renouveau dans l'art du roman. Il faut savoir que c'est un texte qui fait presque 1500 pages, qui se scinde en 2 tomes. J'ai plus préféré le premier tome au second, voilà, c'est juste mon avis, mais ça reste un texte intemporel, un texte ancré dans l'histoire, et surtout ne serait-ce que l'épisode du moulin à vent et des moutons. Un épisode culte qui reste et qui restera dans les mémoires jusqu'à donner des expressions comme par exemple attaquer des moulins à vent pour dire attaquer des ennemis invisibles ou de faux ennemis. Troisième livre, L'Églandeur, et celui-ci il a la cote en ce moment avec la sortie du film, c'est Le Comte de Monte-Cristo. En 2024, il y a eu la réalisation du Comte de Monte-Cristo au cinéma par Mathieu Delaporte avec Pierre Nenny comme acteur principal qui a joué le rôle d'Edmond Dantès. Et voilà pourquoi le livre a eu un nouveau succès. Ce livre est paru au 19e siècle, rédigé par le grand Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, il faut le savoir, c'est aussi un de mes auteurs préférés parce que lui, il maîtrise l'art du roman. Si nous devons à Miguel de Cervantes le roman moderne, nous devons la quintessence ou le paroxysme ou le niveau supérieur, si vous voulez, du roman à Alexandre Dumas. Alexandre Dumas a sublimé l'art du roman. Le Comte de Monte-Cristo, c'est un récit de vengeance qui jusqu'à présent est utilisé dans d'autres schémas de vengeance dans la littérature française et mondiale. Et c'est ça qui montre à quel point Alexandre Dumas était un génie dans la création, dans la construction narrative. C'était quelqu'un qui savait construire une narration, une histoire fictionnelle. Il l'a fait avec le Comte de Monte-Cristo, il l'a fait aussi avec, par exemple, les Trois Mousquetaires. J'aurais pu mettre aussi les Trois Mousquetaires, mais je ne voulais pas surcharger la liste avec Alexandre Dumas. Donc, j'ai choisi le Comte de Monte-Cristo. Pourquoi ? Parce qu'il y a Edmond Dantès qui est pour moi le héros par excellence, le héros romantique par excellence. Il n'y a rien à dire là-dessus parce que, à mon sens, le Comte de Monte-Cristo intègre d'une certaine mesure le mouvement littéraire, le romantisme. Quatrième livre, L'Églandeur, il s'agit d'une littérature non pas française, mais russe. C'est une littérature puissante, sombre, angoissante. Il s'agit de Crime et Châtiment par Fédor Dostoïevski, un des plus grands écrivains de tous les temps. Je n'ai même pas besoin de le dire, je n'ai même pas besoin de le mentionner, cet écrivain, c'est un monstre. Tous ces livres, tous ces textes ont une touche unique. Et Crime et Châtiment, à mon sens, c'est le texte où la plume, les idées et la verve littéraire et verbale de Dostoïevski se cristallisent à merveille. Si vous lisez Crime et Châtiment, vous allez cerner la plume et la pensée de Dostoïevski. Raskolnikov, un pauvre étudiant, se trouve tiraillé par le crime et le châtiment. Il veut tout simplement devenir un homme d'exception, sauf que pour être un homme d'exception, il faut commettre un crime. Et là, il va subir le châtiment, non pas le châtiment divin, mais le châtiment moral. Je ne vais pas vous dire plus sur ce texte, je vous invite à aller le lire et surtout, par la suite, à aller regarder ma chronique, mon analyse sur le texte que vous allez retrouver ici. Cinquième livre, L'Églandeur, et c'est le seul texte poétique dans cette liste, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas très intéressé, pas très marqué par la poésie, je dois le dire, je l'avoue, je préfère la prose à la poésie, mais par moments il y a de la poésie, il y a des poètes qui s'éloignent ostensiblement
des autres poètes et surtout des clichés de la poésie. Parce que c'est ce qui me dérange dans la poésie, c'est les clichés. C'est-à-dire un genre supérieur, élevé, intouchable. Et le plus haut point de ces clichés, c'est le mouvement Le Parnasse. Cet auteur, c'est Charles Baudelaire qui s'est éloigné de la masse pour rédiger Les Fleurs du Mal, un texte connu, lu et relu depuis sa parution. Mais il faut dire que ce texte a réellement marqué la littérature mondiale, parce qu'il marque une rupture nette avec la poésie classique, une poésie qui tire ses sources de la poésie gréco-romaine. Avec Baudelaire, il s'agit d'une poésie dans l'air du temps, une poésie en rapport avec le 19e siècle, en rapport avec les problèmes de ce siècle maudit, si vous voulez, de ce siècle de changement, de transition, de bouleversement. Et Charles Baudelaire va bouleverser justement la poésie pour exprimer la beauté, pour exprimer la laideur qui subsiste parmi les hommes. Et là, il va remanier l'alexandrin, il va remanier les strophes, et surtout, il va remanier le sonnet, qui était la forme fixe de la poésie depuis l'Antiquité. Charles Baudelaire, pour moi, c'est un génie, c'est quelqu'un qui a introduit de nouvelles thématiques dans la poésie, dont par exemple la thématique des villes vides, en même temps remplies par les êtres humains, le paradis artificiel, c'est-à-dire les substances hallucinogènes. Tout ceci a fait que les Fleurs du Mal ont une teneur, ont une verve et une ténacité propre. 6e livre, Les Glandeurs. Je pense que vous avez soit lu ce livre, soit vu durant votre enfance le dessin animé de Disney. Il s'agit de Alice au pays des merveilles par Lewis Carroll, un génie malheureusement peu étudié, peu lu aussi, mais qui reste un génie. Parce que cet homme, il a structuré le fantastique. Lorsque vous lisez Alice, ça déborde de fantastique. C'est un texte qui nous démontre comment doit fonctionner, comment va fonctionner à partir de cette date, à partir de la parution d'Alice au Pays des Merveilles, le texte fantastique. Le cheminement d'Alice, c'est le cheminement, c'est la construction d'un récit fantastique. Et n'en parlons même pas des personnages qui s'en dégagent, les personnages qui sont créés et qui jouent un rôle important. Le chat de Cheshire, The Chester Cat en anglais, Alice, la reine et plein d'autres personnages qui ont une présence fantastique et une présence dans l'imaginaire collectif. Autre chose, Alice n'est pas juste un texte pour les enfants. Alice, au Pays des Merveilles, invite le lecteur à repenser sa vie, à repenser son existence dans un monde qui manque de sens et qui tombe dans l'absurde, puisque nous parlons de non-sens lorsqu'il s'agit d'idées philosophiques propagées ici et là dans Alice au Pays des Merveilles. 7e livre, Les Glandeurs. Alors, je dois dire que ce livre est connu, est connu et lu par plusieurs lecteurs, tout le monde a une idée là-dessus. Il n'est pas encensé par les lecteurs qui trouvent que c'est un livre ennuyeux. Et j'avoue que le livre est très ennuyeux. C'est Madame Bovary de Gustave Flaubert. Je dois vous le dire, le livre est ennuyeux. Néanmoins, si on replace le texte dans son époque, il s'agit d'un livre qui, comme Don Quichotte, marque une rupture avec la littérature. Il marque une rupture avec le romantisme, le mouvement romantisme qui a gagné l'Europe et surtout la France à partir du début du 19e siècle. Madame Bovary, si je ne m'abuse, a été éditée en 1853-54. Ça fait déjà 50 ans que la France s'est imprégnée des idées romantiques. Et avec la venue de Flaubert, c'est une rupture avec le romantisme et l'avènement, ou le début, ou la propagation, l'affirmation même des idées du réalisme. Madame Bovary, c'est la mort, c'est l'échec du romantisme et l'avènement du réalisme dans la littérature française, dans la pensée française. Cette évolution
touchera son point d'orgue avec le naturalisme. Mais avec Gustave Flaubert, il s'agit de remettre en question la littérature, de remettre en question les idées romantiques en France pour apporter une nouvelle vision littéraire. Et Madame Bovary est le personnage qui a été sacrifié, en d'autres termes, pour donner naissance au réalisme ou pour appuyer les idées réalistes en France. Madame Bovary de Flaubert doit être regardée comme un texte de rupture et comme un texte de début ou de lancement. Il est ennuyeux, je vous l'accorde, mais ça reste un texte à lire et à découvrir pour enrichir votre culture littéraire, les Glandeurs. 8e livre, les Glandeurs, et je dois vous avouer que je ne voulais pas ajouter de philosophe dans la liste. Peut-être qu'un jour je vais réaliser justement une vidéo où je vais vous donner une liste de textes à lire, de textes philosophiques à découvrir pour enrichir vos connaissances sur la philosophie. Ça viendra certainement. Mais là, j'étais obligé d'intégrer ce texte dans cette liste. Il s'agit de L'étranger d'Albert Camus. Albert Camus, connu, c'est un écrivain du XXe siècle, notamment réputé pour L'étranger. Bien sûr, il a écrit d'autres textes. Il a écrit des essais comme Le mythe de Sisyphe, L'homme révolté. Il a aussi écrit des pièces théâtrales, Les Justes, L'état de siège, Caligula. Et par ailleurs, il a écrit des romans, La peste, Le premier homme, L'étranger, La chute, etc. L'étranger, pour moi, c'est un livre important dans la littérature française. Parce que ce n'est pas le premier, qu'on soit bien clair, à avoir utilisé la philosophie à travers la narration, à travers le roman. Ce n'est pas le premier. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir construit à partir de sa philosophie, une trilogie. La trilogie de l'absurde, qui commence avec le mythe de Sisyphe et se termine avec L'étranger. L'étranger, c'est l'aboutissement de sa philosophie de l'absurde. Et avec Camus, tout est flou, tout est ambigu. Lire L'étranger vous incitera à vous poser des questions existentielles. Ça, c'est clair. Mais lire L'étranger vous fera comprendre les questionnements, les problématiques auxquelles était confrontée l'humanité et la France, en particulier, après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait les deux courants de pensée, l'absurde, mené par Albert Camus, et l'existentialisme, mené par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Ces deux mouvements philosophiques étaient en concurrence en France et un peu partout en Europe. Et avoir un regard d'abord sur Camus, et par la suite, si vous voulez enrichir votre connaissance, et vos connaissances plutôt sur le sujet, bien sûr qu'il faudra lire Jean-Paul Sartre et lire l'existentialisme pour mieux le comprendre et l'appréhender. À mon sens, comme je l'ai dit, ça reste une liste subjective. Camus a été plus important, a été plus lucide que Jean-Paul Sartre dans sa philosophie. Mais ça n'engage que moi. 9e livre, Les Glandeurs, un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un chef-d'œuvre, un autre chef-d'œuvre important, très ancien. C'est La Divine Comédie par Dante Alighieri, paru au XIVe siècle, à peu près 1302-1304. C'est de la poésie narrative. C'est une épopée si on utilise les mots corrects. Et dans ce livre qui se découpe en 3 parties, la première se nomme l'enfer, la deuxième le purgatoire et la troisième c'est le paradis. Dans ce livre, le personnage lui-même va subir d'abord une catabase, c'est-à-dire une descente en enfer. Il va rencontrer des personnages, des écrivains, des prophètes, par exemple Mohammed, il va le rencontrer en enfer, et les anciens poètes, il va discuter avec eux, il va partager avec eux les idées qu'il défend, et tout en avançant, il va apprendre de nouvelles choses, et nous allons aussi apprendre de nouvelles choses, que ce soit au niveau de l'histoire, son histoire, et aussi de l'histoire littéraire. Par la suite, il y a le sens inverse, c'est-à-dire une anabase, où il va monter vers le paradis. La même chose, il va rencontrer d'autres écrivains, d'autres personnalités qu'il estime, et en même temps, nous allons intercepter les données et les informations en rapport avec son époque et en rapport avec la littérature et la religion chrétienne. C'est un livre
très complexe, très chargé. Et pour le lire, il faut avoir quelques connaissances, notamment sur la religion chrétienne et sur la culture gréco-romaine. Parce que Dante Alighieri puise énormément dans celle-ci. Enfin, le 10e et dernier livre de cette liste, tant attendu, il s'agit des romans de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde, Lancelot, Perceval, le roi Arthur, tous ces grands chevaliers qui ont bercé l'Europe du Moyen-Âge et qui ont construit le modèle de la chevalerie. Car il faut le savoir aussi, les glandeurs, la chevalerie a énormément puisé dans la chevalerie fictionnelle, c'est-à-dire dans les romans de la chevalerie. Ces textes-là sont essentiels pour appréhender le Moyen-Âge européen, pour appréhender la vie, les us et les coutumes de l'Europe durant le Moyen-Âge. Et en plus, vous avez aussi la possibilité de découvrir des histoires entraînantes, enivrantes, notamment le personnage de Lancelot qui est le chevalier par excellence. Voilà les glandeurs, c'est les 10 livres à lire, à découvrir à mon sens pour enrichir sa ou ses connaissances en matière de littérature, en matière de culture littéraire. J'aurais pu mettre d'autres livres, comme par exemple l'Odyssée d'Homère, que je considère comme un texte à lire et à découvrir, l'épopée de Gilgamesh pour découvrir l'histoire de la civilisation mésopotamienne. Il y a tellement de livres à lire, malheureusement, que je ne pourrais pas me cantonner à une liste d'une dizaine de textes, malheureusement. J'ai essayé de vous accorder les textes les plus intéressants et les plus faciles à lire. Parce que il faut le dire, il y a des livres qui sont très intéressants, il y a des livres qui sont une mine d'or en matière de connaissances, en matière de culture, en matière d'idées philosophiques, etc. Mais ces livres restent exigeants et demandent un certain effort de la part du lecteur et un certain bagage de la part du lecteur. Ce n'est pas n'importe qui peut lire des livres de cet acabit. Voilà pourquoi moi j'ai essayé de vous donner 10 livres qui restent simples. Même dans leur complexité, ils restent simples. Peut-être un peu moins la Divine Comédie. Je l'avoue, ça reste un texte très ardu, très condensé. Et si vous avez quelques connaissances en la civilisation gréco-romaine, je pense que vous pourriez facilement apprécier cette lecture et comprendre les motifs et les topos développés par l'auteur. Voilà les glandeurs, de votre côté, dites-moi quel livre, quel auteur mériterait d'intégrer cette liste-là. Donnez-moi un titre de livre qui devrait figurer dans cette liste-là. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas à partager. Sur ce, prenez soin de vous et comme toujours les glandeurs, que la patience soit avec vous. À plus.